Avec moi dans ce studio, Alba Ventura, Elisabeth Martichoux, Alain Duhamel et Éric Zemmour. Bonjour à tous les quatre. Une semaine de communication pour Emmanuel Macron avec en point d'orgue 2 interviews. Il y en avait une de trop, Alain Duhamel ? Non, j'ai trouvé que celle d'hier était exactement ce dont il avait envie. C'est-à-dire que c'était pas une interview, en fait, c'était un match. C'était un match contre 2 contradicteurs. Un contradicteur qui était un idéologue en chef, Edoui Plenel, et un contradicteur qui se présentait comme le tribun du peuple, qui était Jean-Jacques Bourdin. Alors, c'est un genre très bizarre, c'est un genre complètement inhabituel en France. On avait l'impression que c'était 3 personnes sur de statut équivalent qui se parlaient. C'était, à mes yeux, un peu dérangeant quand même. Mais j'ai pas trouvé ça inintéressant, je n'ai même pas trouvé ça inutile. Alors on parlera sûrement du contenu, mais dans la forme, Emmanuel Macron veut être différent, il est différent. Emmanuel Macron veut être transgressif, il est transgressif, un président qui décide de se faire interroger par ceux dont il pense qu'ils sont les plus gênants, ça n'est pas banal. Et puis moi ce que j'ai quand même remarqué, j'ai fini ensuite, mais ce que j'ai quand même remarqué, merci de nous prévenir. c'est que non, c'était pour vous rassurer. C'était que sa jeunesse éclatait en face de ses interlocuteurs. Clairement, oui. Il y avait une génération de différence. Et si vous vous rappelez les interviews, il n'y en a pas eu beaucoup de ce genre avec des présidents, avec une génération de différence dans ce sens-là. Et alors, ma première question était par définition polémique, c'est est-ce qu'il y a eu un rendez-vous de trop cette semaine ? Elisabeth Martichoux, je vous ai vu réagir. Alors, je vais répondre à la question, puis je reparlerai de l'émission d'hier soir après. Écoutez, on a tellement, je me souviens, moi ici, dans ce studio, avec vous, face à Benjamin Griveaux, le porte-parole, en lui faisant presque injonction de demander au président de venir à la télé pour expliquer, donner sens de ses réformes, mais Benjamin Griveaux, quand est-ce qu'il viendra, etc. On a tous lu, entendu, tous dit, silence assourdissant du président dans cette séquence entre guillemets politique. On va pas dire aujourd'hui qu'il a trop parlé. On peut pas se contredire à ce point. Non, donc, enfin, excusez-moi, il a parlé jeudi. Était-il obligé de le refaire hier soir et dans les circonstances que vient de rappeler Alain Duhamel ? C'était 2 émissions très complémentaires. Il a fait effectivement de la pédagogie face à un Pernod patelin classique. Jeudi, hier, il était dans un match, on l'a dit, on a beaucoup dit, on a abusé de l'image du ring qu'il voulait lui. Il l'a fait avec gourmandise, mais là où je suis un peu en désaccord avec Alain, c'est qu'on s'est retrouvé, comme l'a dit d'ailleurs Castaner sur notre antenne tout à l'heure, dans un contexte de masculinité, un peu trop de masculinité, sans doute. Ils se sont fait plaisir, le président s'est fait plaisir, voyez comme je suis pugnace, voyez comme je réponds, voyez comme je suis fort, voyez comme j'ai, etc. Et les 2 journalistes, eux, se sont fait plaisir, faire des éditos plus que des questions. Est-ce que c'était stérile pour les téléspectateurs ? Peut-être. Alba Ventura, il n'est pas là pour se faire plaisir, le président de la République. Je vous parle même pas de mes confrères. Non mais c'est lui qui s'est créé ces 2 opportunités-là. Effectivement, comme le disait Alain et Elisabeth, il voulait absolument avoir ce 2 types d'interviews. Une interview un peu plus apaisée, arrondie, où il faisait de la pédagogie, et puis une autre interview un peu plus confrontation, musclée, etc. Maintenant, c'est une chose d'être un président mis en danger, si vous voulez, avec 2 intervieweurs assez pugnaces. C'est autre chose d'en tirer un résultat positif. C'est autre chose de se regarder le nombril quand on pose des questions. Parce que moi, si j'avais été téléspectateur hier, j'aurais zappé. J'aurais pas regardé jusqu'au bout l'émission parce que c'était tout simplement inaudible. J'ai trouvé que c'était confus. J'ai trouvé que c'était pénible. C'était crispant. Et puis, c'était pas pour nous, l'interview, C'était pas pour Alain Duhamel, Éric Zemmour et Elisabeth Martichoux. C'était pour nous. C'était pour nous. C'était pour les Français d'abord. Oui, c'était pour les Français. Le résultat, c'est que c'était pour nous. Et pas pour les Français. Oui, au final, c'était pour eux. Ouais, voilà. Enfin, en gros, vous nous dites que la cible est ratée selon vous parce que il n'a pas parlé au sens le plus large à la population française. Éric Zemmour. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Très bien. Ça, on n'aurait pas pensé. Je suis pas d'accord. D'abord, ça m'amuse beaucoup ce que dit Elisabeth parce que évidemment, j'étais sûr qu'elle allait dire ça, et évidemment, j'étais sûr qu'on allait dire ça. Je suis pas sûr que ce soit un compliment. Je vais voir la suite. Parce que évidemment. Quand on fait vraiment de la politique, là, on est dans la masculinité. Ça, c'était inévitable. C'est ça, inévitable. C'était de la politique. C'est-à-dire, c'était de l'idéologie. C'était pas, Monsieur Macron, est-ce que vous allez bien? On ne peut pas faire de politique quand on est Qu'est-ce que vous allez faire? Non, mais entendre Monsieur Zemmour. J'ai le droit, j'ai laissé Elisabeth dire ce qu'elle pensait. Allez-y. J'ai le droit de dire ce que je pense. Oui. Bon. Maintenant, deuxième chose, j'ai compris pourquoi il avait choisi Edoui Plenel en confrontant
face à lui, c'est parce que face à Edoui Plenel, il sera toujours le plus sympathique. C'est déjà un atout extraordinaire. Deuxièmement, il peut rassembler 80% de la population française contre lui, parce que lui, il incarne la France insoumise. Il incarne donc à peu près entre 15 et 20% de la population. Il le dit lui-même d'ailleurs. Il incarne les zadistes, les associations qui aident les migrants, les faux étudiants qui bloquent Tolbiac. C'est ça la France de Plenel. Donc évidemment, face à cette France de Plenel, Macron, il est dans du beurre. Il a 80% de la population. C'est magnifique. Donc on voit bien l'intérêt. Maintenant, moi, contrairement à ce qui s'est dit ici, je finis. Moi, j'y ai vu un intérêt parce que il y a une vraie bataille idéologique. Je regrette simplement qu'il n'y ait pas une bataille idéologique totale, c'est-à-dire que tous les représentants des idéologies aujourd'hui en jeu. Je vous donne un seul exemple. Quand il se paye Orban. Il y a personne pour défendre Orban. Alors que c'est le vrai clivage aujourd'hui, mais voilà, c'est un exemple. Alors, vous venez d'évoquer le Premier ministre hongrois. Je marque une première pause dans cette émission. On se retrouve dans quelques instants pour débattre avec Alba Ventura, Elisabeth Martichoux, Éric Zemmour et Alain Duhamel. RTL Matin avec Yves Calvi. Alors, je vous rappelle que nous sommes avec Elisabeth Martichoux, Alba Ventura, Alain Duhamel et Éric Zemmour. On a oublié les Français. Ça, c'est le commentaire en gros majoritaire ce matin concernant cette intervention télévisée. Pour que le président se fasse plaisir avec deux journalistes qu'il avait choisis. Vous nous avez dit il y a quelques instants, Alain Duhamel, mais non, il y avait des moments où c'était intéressant. Je fais remarquer par exemple qu'on n'a pas parlé de chômage. Non, alors, je suis pas en train de vous dire, c'était l'émission du siècle et tout a été traité d'ailleurs. Dans aucune émission, tout n'est traité. Non, mais... En revanche, commencer par les frappes en Syrie, franchement, c'était le sujet du jour. Hein, c'était les frappes. Ça, personne ne le conteste. En je me demande si vous trouvez normal quand 2h30 d'émission ne parle pas de chômage. Non, mais et pas d'écologie. En revanche, après, j'ai trouvé que l'ordre des thèmes, c'était les journalistes qui choisissaient l'ordre des thèmes, que l'ordre des thèmes était franchement saugrenu. C'est-à-dire que ce qui était le plus intéressant arrivait à 10h du soir. Exactement. Et ça, c'est ridicule. Voilà. Je suis persuadé que si, au lieu d'avoir Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel, on avait eu Alba Ventura, Elisabeth Martichoux, j'espère que ça sera le cas la prochaine fois. Dans cette hypothèse-là, ça n'aurait pas été un combat de non, mais ça aurait été probablement des questions plus précise, moins polémique, mais au contraire intéressant beaucoup plus les gens et concernant davantage la réalité de leur vie. Et Éric Zemmour est d'accord? Non. Ah bon, bah, très bien, alors allez-y. Non, moi je suis pas d'accord. Je maintiens que c'était intéressant, mais parce que quand vous nous dites ça, il représente pas tous les Français, mais ça n'existe pas tous les Français. Il faut arrêter avec ça. Il y a des clivages politiques, idéologiques, sociaux, culturels. Eux représenter une partie. Bon, on peut pas faire 10 personnes, c'est pas possible. Donc, faut arrêter avec ça. Alors, en revanche, je suis d'accord avec Alain sur un point. Le plus intéressant est arrivé à 10h du soir. Ça, c'est vrai. Voilà. Et d'ailleurs, là, on a vu d'ailleurs qu'il y avait deux Macrons. Qu'il y avait le Macron souverain sur l'économique et social, et qu'il y avait le Macron qui comprend rien sur l'islam et la migration. C'était net, mais même, on voyait, c'était du boulgui-boulga quand il parlait de l'islam, manifestement il comprend rien. Et en revanche, sur l'économique et le social, il est supérieur, il les a écrasés. On voit, mais c'était même caricatural. Je suis un peu affolé. Mais je ne suis pas en désaccord. Moi, ce qui m'a gêné... Mais ça m'affole. Je reviens sur le côté confus et chaotique de cette émission, parce que j'ai vraiment trouvé que ça partait dans tous les sens. Et si vous voulez, je me suis même demandé à un moment si finalement c'était pas fait exprès, s'il n'y avait pas un calcul, mais de la part de Macron, c'est-à-dire que dans le flot de tous ces sujets, par exemple, on relègue la SNCF, qui est un sujet important, très loin dans l'émission, et finalement ça bouffe tout, ça pollue tout. Mais il y a des en revanche, il y a des pistes sur la SNCF. C'était quand même intéressant. C'était entre 9h et 10h. Il y avait des pistes qu'on connaissait déjà un peu, Alain. Ah oui, mais enfin, c'était lui qui le disait et ça allait plus loin que l'émission précédente. Elisabeth Martichoux a l'air d'accord. Oui, je suis d'accord. Juste pour répondre tout à l'heure quand même à Éric, vous dites ça aurait été mieux si on l'avait fait. Je suis pas sûre qu'il serait d'accord, Éric, pour que Alba et moi on le fasse, parce que dans le fond, mais on en reparlera, considère que par nature, les femmes ne sont pas faites pour la politique.
Fin de parenthèse. Je suis d'accord. Et bim, il est d'accord j'assume. avec ce que Non, je mais dis. c'est pas bim, j'assume. J'ai traduit sa pensée. J'assume. Deuxièmement, si vous nous écoutez, moi, s'il vous plaît, je suis... ne rentrez pas directement dans un mur en voiture parce que je comprends que ça puisse vous faire un choc. Éric Zemmour pense ça, notre ami. Oui, Éric absolument, Zemmour. je pense ça. Deuxièmement, je trouve que cette émission, effectivement, est pas crispante, comme le disait Albin. Je suis tout à fait d'accord. Et quand il a dit chiche, je me suis dit, dans un an, on verra ce que je fais ce jour-là. Mais sinon, elle avait quand même quelque chose de nouveau, et en cela, elle était profondément macronienne. Cette émission, c'était un pari. Macron, c'est un pari. Il parie tout le temps, surtout sur des. Mais le pari est solutions, sur gagné, des politiques, Elisabeth. Est-ce que etc. le pari est gagné pour le président de la Le République? pari, je pense, n'est pas gagné pour les téléspectateurs parce qu'il en a beaucoup perdu en route, j'en suis assez persuadée. Il n'est pas complètement perdu pour Emmanuel Macron. Vous savez, les émissions, ça change pas les opinions. Jamais, hein. Oui. Non. Mais il a montré qu'il était pugnace, il a montré qu'il en avait, il a montré. Et c'était le but aussi. Merci Non, d'avoir. Oui, allez, je vous en prie. Simplement, c'est vrai qu'on est tellement habitué à une communication très lisse, très léchée de la part de l'Élysée. Il nous montre Macron comme ci, Macron comme ça, Macron avec une personne qui l'interpelle dans la rue, etc. Que effectivement, c'était de bon augure d'avoir à la fois TF1 avec Pernaut et après être bousculé par deux autres journalistes. Mais je rejoins encore une fois moi Elisabeth sur l'idée qu'on fait des émissions pour parler aux Français et on ne vient pas emmerder les Français. Et j'ai trouvé que c'était le cas. Nous, on est des journalistes, c'est pas pareil, mais les Français, ils reçoivent pas les choses de la même manière. Ils avaient Monaco contre le PSG. À la même heure. Si on obtient les chiffres pendant l'émission, évidemment, nous vous les donnerons. À tout de suite. Juste une petite précision concernant Éric Zemmour. On ne parle pas de Boulgi-Boulga, mais de Gloubi-Boulga. Il est très important d'être fidèle à ses références, en particulier littéraires. RTL Matin. Avec Yves Calvi. Bon, on est en train de sortir nos petites calculettes pour voir les chiffres des uns et des autres. On n'a pas encore le chiffre de BFM, je vous le dis tout de suite. TF1 est en tête avec 4,7 millions, devant France 2, 3,5 millions, France 3, 2,6 millions, M6 est à plus de 2 millions, et 1,8 million, excusez-moi, et le foot a fait 1,2 million. Ça fait déjà beaucoup de monde, mais on ne peut rien en conclure pour l'instant concernant le résultat de BFM. Alors, il y a trois choses qui ont clairement été des éléments d'information hier soir. L'éventualité de la reprise de la dette de la SNCF, en tout cas sous condition, le jour de solidarité concernant la dépendance et les explications présidentielles concernant la Syrie. Oui. Voilà, qu'est-ce qui vous paraît important, et en l'occurrence là, est-ce qu'il a été porteur d'informations pour les Français? Alain Duhamel. En ce qui concerne la SNCF, je pense qu'on voit s'esquisser ce que peuvent être des pistes de sortie. Parce qu'il y a l'histoire de la dette, mais il y a aussi ce dont d'ailleurs moi je parlais depuis un mois. Et donc c'est parce Alain que Duhamel avait raison. Non, pas du tout. C'est parce que je lisais les bons auteurs. Ah, très bien. Ben oui, c'est très différent. Et qui disait la solution, c'est vraisemblablement une convention collective avec les industries ferroviaires, parce que ça dédramatise complètement l'histoire du statut. Bon, c'est sur ce point, je pense qu'il a avancé. Et sur la dette, il n'a évidemment pas donné ni d'échéance, ni de calendrier, ni de masse. Enfin, on voit très bien que quand il y aura un accord, l'État finira par reprendre l'essentiel de la dette. D'ailleurs, je vois pas très bien comment on peut faire autrement. Et qui la reprendrait autrement et dans quelles conditions. Bon, ça c'est la première chose. En ce qui concerne les frappes sur la Syrie, j'ai trouvé qu'il était franchement convaincant, même si je reconnais que la légalité est extrêmement marginale. Mais je pense il parle de légitimité, Alain. Oui, il ne parle pas de légalité. Point soulevé par Bruno Retailleau ce matin sur RTL. Oui. Beaucoup l'interrogent sur la légalité. Et moi je dis, je suis pas sûr que la légalité, il ait donné la bonne réponse, mais en revanche, je pense que c'était bien de faire ces frappes au moment où on les a faites. Et en ce qui concerne la dépendance, on sait très bien que c'est la question de la prochaine génération. Ça va être la question principale, que ça va devenir un problème gigantesque. Disons que l'hypothèse déjà d'une deuxième journée... Du temps de Chirac, déjà, on en parlait. Oui, mais plus on avance, et plus c'est bien pour ça. C'est bien pour ça que c'est pas le moment de s'endormir. Et nous sommes loin d'avoir trouvé une solution globale, comme l'a très clairement dit ce matin Christophe Castaner au micro d'Elisabeth Martichoux. Elisabeth, sur les 3 points qu'on a soulevés rapidement, ce qui vous paraît important, bref, ce qui a été porteur d'infos hier soir. Alors sur la SNCF, je pense qu'il a rien dit de neuf, absolument rien. Édouard Philippe l'avait dit dès le premier jour, l'État prendra ses responsabilités. Il confirme en revanche que les efforts devront être faits par les cheminots avant même, c'est-à-dire 2020, ça c'est une date, c'est vrai que on lui a entendu, on n'avait pas entendu dans sa bouche, avant que l'État ne fasse l'effort. Donc travailler
travaillez d'abord, faites vos efforts et on ne vous lâchera rien avant sur la dette. Donc, mais on ça fera. ne change mais pas. Ça, y a rien reprise de sur la dette si par ailleurs nous avons des contreparties objectives. Absolument. Okay. S'il y a la perspective d'une solution. Oui. Ensuite, c'est déjà pas mal. Sur la Syrie, je trouve que sur les preuves, on est quand même encore un tout petit peu perplexe. Hier, il n'a pas donné de précision et c'est vrai qu'il y a des questions qui sont posées qui sont pas encore, je trouve pas encore complètement il a pris date, il faudra un moment qu'il réponde à cette question quand même. Moi, je trouve que hier, de ce point de vue-là, il a pas convaincu. Je voudrais juste dire qu'il y a un sujet, et je disais hier soir qu'il a traité un peu par-dessus la jambe. C'est la question de la jeunesse qui se braque un peu à l'université. Certes, ce sont des minorités. Certes, il y a sans doute des agitateurs professionnels. Il y a même aucun doute. Mais je trouve que il traite le sujet avec une forme de légèreté. Il l'a complètement évacué, balayé de la main jeudi. Hier, il y a consacré très peu de temps et très peu de considération. Alors que la formation, dans son discours, c'est pas seulement les classes de CP, ça commence là, mais il y a aussi une question de entrer sur le marché du travail et de formation. Vous rendez compte de ce que vous venez de nous dire là. Il n'a rien dit sur la SNCF. Mais moi j'ai dit qu'il avait rien dit. Il nous a pas convaincus sur la Syrie et il traite les jeunes légèrement. Mais oui, c'est ce que je dis depuis le début. Sur le fond, c'était assez stérile. J'entends bien, mais je voulais marquer le trait en quelque sorte. Autrement dit, la jeunesse, ce sont les bloqueurs. Dans la jeunesse, dans le résumé qu'on peut faire de l'intervention présidentielle hier soir sur ces questions, oui, c'est un peu absolument. Alba Ventura. Moi, je trouve que sur la Syrie, là, franchement, il s'en est bien sorti parce que on a beau parler de l'égalité du Conseil de sécurité de l'ONU, il n'empêche que il y a une légitimité de la part de ces trois membres-là, qui sont des membres du Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Et on a, et bah oui, Eric, je suis désolée. Non, mais je sais ce que t'en penses. Tu dis toujours la même chose. Et je crois qu'à un moment, non, mais je crois qu'à un moment donné, Bachar el-Assad n'est pas maître du monde. Je crois qu'à un moment donné, on doit dire à Bachar el-Assad et on doit essayer de convaincre la Russie qu'il faut agir autrement. Mais ma chère Alba, Assad n'a jamais prétendu être maître du monde. En revanche, les États-Unis et les Anglais et les Français maintenant, qui se permettent de bombarder n'importe quel pays du monde uniquement parce qu'ils estiment que il a mal fait, ça s'appelle se vouloir les maîtres du monde. On peut continuer à bombarder un peuple comme ça, sans impunité, sans jamais rien dire. Mais c'est la guerre. Avec des armes interdites. Non mais on n'est pas sûr que ça soit Assad qui s'en soit servi. Moi je connais les magouilles de Timisoara, des enfants irakiens tués dans les hôpitaux, de l'armée irakienne, la 4e armée du monde. Je peux vous la faire comme ça toute l'émission là. Tous les mensonges depuis 20 ans là. Alors on se calme là-dessus. Je sais qu'Éric, mais tout le monde est calme. Bah non mais parce que le coup de c'est pas sûr que ça soit du tout. S'il y a une personne qui n'est pas calme, son prénom c'est je crois Éric. Mais sur le fond, les armes chimiques sont interdites. Oui. Et l'idée selon laquelle c'est un montage des Occidentaux... Non, pas des Occidentaux, des djihadistes. Ah oui. Ben oui. Alors ça s'est déjà fait, hein, dans les guerres de Yougoslavie avec ça. Et Bachar el-Assad, c'est pas parce que ça s'est fait. J'ai jamais dit que c'était un ange. Je sais pas, mais un dictateur, quand on a renversé les dictateurs, on a vu ce que ça a donné. 350 000 morts, une guerre qui a débuté depuis 7 ans. Si le président ne fait rien, on dit il ne fait rien. Et s'il fait, on dit il fait. Non mais 350 000 morts et au moins 3 millions, voire 5 de déplacés. C'est une situation qui est horrible. En train de ce qu'on a frappé hier, ce sont, parce que ça on ne dit pas le contraire, ce qu'on a frappé hier, ce sont des usines de construction de l'arme chimique. Et en 30 secondes, Eric, je vous cède la parole et c'est tout à fait normal pour nous dire, non mais vous venez de nous dire, votre in fine, vous nous dites sur ce dossier, c'est le problème des Syriens, point barre. Absolument. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Ben, la coalition internationale, ça sert à quoi? Moi, j'estime que la position, ça n'existe pas, la communauté, c'est un mythe. Et j'estime que la position d'Alba, c'est du néocolonialisme. Voilà. Et la position d'Éric, c'est du nationalisme parfaitement classique. Oui, absolument. Mais ça, j'assume. C'est comme avec Elisabeth, j'assume aussi. Puisque vous êtes d'accord sur l'analyse de vos sentiments et de vos pensées, et de vos étiquettes, comme disait le général de Gaulle, je suis d'accord avec mes arrière-pensées. On va en rester là. Merci infiniment. Alba Ventura, Elisabeth Martichoux, Duhamel et Éric Zemmour. Nous verrons si son petit sac est un peu trop lourd. Une autre fois, ça fera l'objet d'un débat. Merci infiniment. Dans quelques instants, on retrouve Julien Courbet pour cette émission.